Comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous, très honoré d'être là. Oui. Ça Très bien, bah c'est super ça. Est-ce que vous entendez bien Alberto? Est-ce que vous bonjour Élise, bonjour Hélène, bonjour Anaïs, bonjour bonjour. Est-ce que vous entendez bien Alberto? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends très bien Alberto. Pour moi Bien. c'est OK. OK Laurie, très bien. Super. Il n'y a pas de grande différence de son entre nous deux? Vous m'entendez pas beaucoup plus fort que lui? Bonjour Marina, bonjour Sandrine. Super. Pas de souci pour le son, c'est parfait. Bon bah super, bah, merci beaucoup à tous d'être là. On va attendre encore quelques petites minutes le temps que certains retardataires arrivent. Donc en attendant, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'outil pour ceux qui se connectent pour la première fois. Voilà, donc du coup, vous allez voir toujours. D'ailleurs, vous avez la possibilité, si vous voulez pas que notre photo, notre vidéo impacte la présentation, vous avez un toute petite icône sur la droite, juste en bas de la caméra, pour en fait le glisser tout en haut au-dessus du chat, pour pas que ça vienne s'interposer sur la présentation qu'on va vous présenter. Donc voilà, ça c'est vraiment pour que ça soit plus confortable pour vous. Donc du coup, on va utiliser plusieurs fonctionnalités aujourd'hui. Donc le chat. On va attendre Christine. Vous en faites pas, Laurie. J'explique juste l'outil avant de commencer. Donc du coup, en fait, vous avez la barre de chat comme vous l'avez vu sur le côté droit de la présentation. En haut à droite, donc voilà, vous verrez Alberto et moi-même pendant la présentation. Et au centre, en fait, c'est là où tout va se passer. Donc vous allez voir, voilà, des photos, bonjour Patricia. Bienvenue. Vous allez voir voilà la présentation et puis ensuite on va interagir avec vous. Donc au moment où on va vous poser des questions, vous allez voir un sondage apparaître au centre de l'écran. Vous pouvez directement interagir et répondre aux questions et avec les réponses qui vous semblent les plus justes. Et à la fin de la présentation, on va avoir une session de questions-réponses avec Alberto où vous aurez l'opportunité vraiment de poser toutes les questions que vous souhaitez sur la vie de Maximilien, Charlotte, leur empire, voilà des choses qui restent un mystère pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à la fin vraiment à poser toutes les questions, tous les doutes que vous avez à Alberto, voilà, qui se fera un plaisir de nous répondre parce que Alberto, voilà, il a 46 ans d'expérience dans le tourisme. Voilà, ça a été un guide qui a travaillé dans le monde entier, en Asie, en Inde, aux États-Unis, voilà, au Mexique évidemment. Grande expérience et grande expertise. Voilà, c'est lui aujourd'hui qui va nous en apprendre un peu plus sur ce couple qui est venu voilà pas très longtemps au Mexique, voilà qui ont été les empereurs du Mexique pendant une courte période. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on va commencer. Il est quelle heure? Il est 17h04. Oui, voilà, on va commencer gentiment. Pour les personnes, ne vous en faites pas. Pour les personnes qui sont arrivées en retard ou qui vont arriver un petit peu après, Laurie, je pense notamment à Christine, on enverra après la présentation le replay. En vidéo, on l'enverra par mail. Donc du coup, vous aurez la possibilité, voilà, de le visionner en replay tranquillement sur YouTube. Voilà. Bon, Alberto, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, ça c'est le thème du scénario dans la même ville que j'habite et que c'était l'endroit où on a eu la exécution de Maximilien. Et c'est pour ça qu'il nous a inspiré de raconter l'histoire de Maximilien Charlotte, non? Et on a finalement appelé la tragique expédition française au Mexique. Alors, hola a todos, enchanté de vous connaître, même que je n'ai pas l'occasion, que c'est très inhabituel pour nous de ne pas savoir une interrelation entre à ceux qui en parlent, mais bon, j'ai l'occasion de parler avec une très belle interlocutrice ou interlocuteur, comme on dira, et à travers elle, c'est la façon que je vais transmettre
les thèmes qu'on va aborder. Non? Alors, Super. On va commencer par exprimer comment est-ce que cet couple est devenu à la mode pour un grand écrivain et aussi beaucoup de personnes qui ont fait des films, etc. Non? Et on va commencer par commencer à voir poser des qui est. questions, non? On avait des petites questions pour les participants. Parfait. Alors, avant de commencer, parce que sinon tu allais donner quelques réponses là avant de commencer. Je te voyais venir. Du coup, avant, on va leur poser quelques questions. Donc, la première question, c'est qui était le frère de Maximilien? Puisqu'on va le savoir un peu plus tard. Son frère a vraiment eu un rôle important pour Maximilien. Donc, du coup, est-ce que c'est François-Joseph d'Autriche? Est-ce que c'est Louis-Philippe Ier? Est-ce que c'est Napoléon III? Ou est-ce que c'est Alexandre II? Et qui a envoyé Maximilien au Mexique? Est-ce que c'est Napoléon III? Est-ce que c'est Louis-Napoléon Bonaparte? Est-ce que c'est Louis-Philippe Ier? Ou est-ce que c'est Adolphe Thiers? Je n'en dirai pas plus, mais il y a un petit piège sur la deuxième question. On va attendre 2 petites minutes le temps qu'on répond. Bon, on triche pas, hein? Regarde pas sur Internet. C'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise réponse, on est là pour apprendre. Hein? On va attendre un petit moment, le temps que tout le monde réponde. Donc, pour rappel, vous pouvez interagir directement avec l'écran. Hein. Vous pouvez sélectionner directement sur votre écran d'ordinateur les réponses qui vous semblent justes. Et dans un instant, Alberto va nous commenter tout ça. Alors, Alberto, est-ce qu'ils ont vu juste? Ils ont répondu à la première question, qui était le frère de Maximilien. Ils ont répondu, pour 60%, ils ont répondu François-Joseph d'Autriche et Napoléon III. Quelle est la bonne réponse? Qui était le frère de Maximilien? Toutes les deux. Et c'était François-Joseph, évidemment, les frères Maximilien et c'était Napoléon III qui a décidé d'envoyer ce personnage de la maison d'Habsbourg à commander les pouvoirs impériaux au Mexique. Alors, attends, je vais juste reformuler, parce que je crois qu'on a mélangé 2 questions. Donc, la première question, donc, qui était le frère de Maximilien? Donc, ce n'est pas Napoléon III, c'est François-Joseph d'Autriche. Voilà, on en saura un petit peu plus sur lui plus tard. Et on avait une deuxième question, donc, qui a envoyé Maximilien au Mexique? Et je vois que vous avez tout de suite deviné et vous avez vraiment des connaissances bien approfondies. C'est bien Napoléon III qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte ou Charles-Louis-Napoléon Bonaparte. Voilà, donc vraiment, il y avait 2 bonnes réponses sur la deuxième question. Bon, donc du coup, on va revenir à notre petite présentation. Du coup, on va en savoir un peu plus sur la famille de Maximilien et Charlotte. On commence peut-être par les parents de Maximilien pour comprendre un petit peu voilà le parcours de Maximilien et son rôle au sein de l'Autriche. Bien, on pourrait établir que c'était François Charles, qui était le père de Maximilien, qui a formé une famille avec la femme aussi de la noblesse, Sophia de Bavaria, qui est devenue l'archiduchesse de cette région. Et comme il s'était transmis le pouvoir de la famille Habsbourg à François-Joseph.
qui était par ligne de succession de son oncle Ferdinand, qui avait des problèmes mentaux, et c'était à travers de on voit Ferdinand que par une préparation qui a été décidée par les régentes Marchinet de pouvoir former à François-Joseph comme les successeurs, et que c'était la ligne on a eu pour faire arriver le pouvoir à François-Joseph, n'est-ce pas? Et ça, c'est de la famille de Maximilien d'Habsbourg. Dans le côté de Charlotte, on va voir comme il est aussi le fils de Léopold Ier, un homme bien brillant du 9e siècle, et qui a marié pour la 10e occasion avec la mère de Charlotte, qui c'était Louise-Marie d'Orléans, qui c'était la fille du roi de Philippe Ier. Et lui, il avait été déjà marié avant, et avec la fille du futur roi anglais George IV, et de nom Charlotte, qui est mort à l'accouchement d'un enfant qui était déjà mort. Alors, c'est dans le 2e mariage que Léopold Ier, il a eu 3 garçons avant d'avoir la petite Charlotte. Et là, en bas, on voit les photos de deux enfants de chaque côté. C'était mignon. Non? Donc là, on a Maximilien à gauche et Charlotte à droite. Si. Et lui, il était le 2e enfant de cette couple, tandis que Charlotte était la 4e, après 3 enfants. N'est-ce pas? Alors, c'était les enfants chéris de la cour, non? Un peu, c'était les préférés. Très. Et malgré que Charlotte a commencé à avoir des moments difficiles quand elle a perdu sa mère, quand elle avait l'âge de 10 ans, hein, qui va marquer et qui va changer complètement la personnalité de Charlotte comme une très intelligente et très une fille plein de vie, n'est-ce pas? Aussi comme les garçons qui a eu une formation extraordinaire, il avait des notes extraordinaires, non? Et très brillantes, très sensibles, n'est-ce pas? Alors, on commence à voir la interrelation qu'il y avait aussi avec d'autres grands personnages de l'histoire de la famille d'Habsbourg, hein, comme on voit. Oui, parce que c'était la belle-sœur de Sissi. Exactement. Et on voit Sissi Charlotte à la l'impératrice. gauche, qui était mariée avec le successeur de la famille d'Habsbourg et qui a marié à Isabelle Sissi, qui est connue par avoir une profonde romance, un coup de foudre depuis qu'ils se sont connus, non, et ils sont décidés de se marier vitement, et comme lui, il a s'est éternisé dans les mandats dans son règne pendant 68 ans, non? À peine. Et c'était le successeur de du trône de la famille d'Habsbourg. Et il avait déjà
perdu l'occasion d'être les successeurs en ligne, non? Alors, on peut commenter que ça, c'était les, la façon de grandes liaisons avec des plus importantes des familles royales en Europe en ce moment. On voit bien, non, des peintures aussi, comme des photos avec les fameux films avec Romy Schneider, hein, qui montrent la beauté, l'intelligence, etc. de Sissi, hein, qui était curieusement Et elles s'entendaient pas très bien, non, Cécile et Charlotte? non pas tellement, non, ils Quelles ne étaient sont leurs pas relations? éloignés, non, ils n'avaient pas un grand contact non plus. Et je pense que de l'autre côté aussi, c'était à partir de un peu la jalousie provoquée par l'espérance du père de Charlotte d'avoir marié sa fille avec quelqu'un qui n'avait une position importante comme roi ou comme empereur, non? Et, et c'est pour ça que dans ce moment ils se sont mariés, non? Mais il faut parler aussi comme la liaison entre les familles royales et avait eu une relation avec une cousine à Maximilien avant de se marier avec Charlotte. Il est passé par Portugal pendant un de ses voyages en phase de la navale par Portugal. Et il a connu une très belle fille de nom Amelia et avec laquelle il est tombé très amoureux. Mais avant de se produire l'engagement et tout, il est mort aussi de tuberculose. Alors, le Ah, grand comme la amour mère de de Charlotte. Maximilien, c'est exactement. Hein, et, alors, c'était une maladie populaire très fréquente, non, dans tous les mondes entiers. Non? Alors, il a perdu À l'époque. l'occasion de se marier avec l'amour de sa vie. Et finalement, il a eu la interrelation avec la famille de Léopold Ier pour pouvoir marier à un âge très jeune de Charlotte avec Maximilien. C'est ça? Et il a dû beaucoup négocier, non, Maximilien, avec Léopold Ier, qui était réputé comme très radin. Finalement, il voulait pas lui lâcher du lest. Donc, du coup, il a dû beaucoup négocier, non, Maximilien, au moment d'accepter d'épouser Charlotte de Belgique. Si, spécialement parce que bon, il considérait que il méritait de se marier avec quelqu'un qui avait un mandat ou un reina plus important que celui qui a été donné par son frère, non, comme vice-roi dans une partie de l'Italie, non, et dans la zone de Lombardie de Venise, que c'est là que il a pris la poste de vice-roi et qui a commencé à gouverner du côté autrichien, non, dans cette zone. Et c'est cela qui a fait construire, non, la maison qu'ils ont habitée pour longtemps, donc on va montrer un peu plus tard. Non. Ok. Et du coup, pendant ce temps-là, il se passait quoi au Mexique? Puisqu'en fait, on va parler, voilà, évidemment, après de l'arrivée de Charlotte, mais avant qu'ils viennent, il se passait quoi? C'était quoi la situation au Mexique? Bon, Ou à la Nouvelle-Espagne, dois-je dire. de la Nouvelle-Espagne, de laquelle on avait obtenu notre indépendance dans les années de 1821. Et, il y a eu une lutte de pouvoir pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on a eu un général, un militaire qui a commandé la partie conservatrice
et qui a dû se confronter avec les États-Unis pendant une guerre dans les années 46 à 48 et c'est une période où on a perdu la moitié de tout ce que vous voyez euh, dans la partie du Et oui, nord. Non, on a donc perdu. c'était plus grand avant le Mexique. Si, si. Et même ça a été plus long, mais on avait déjà eu des indépendances de différents États comme la Floride, etc. Mais dans cette époque de la guerre, on a perdu l'État de Texas, la Haute-Californie, Arizona, Nouvel-Mexique, presque la moitié du territoire de la Nouvelle-Espagne. Et ça nous a limité, non? Et ça, c'est le scénario précédent, non? À la période qui nous préoccupe dans ces moments. Non? Et d'après la guerre contre les États-Unis, où on avait une partie politique au pouvoir qui était la partie conservatrice, on a eu un président qui commandait la partie politique libérale de nom Benito Juárez, qui a pris le pouvoir et Benito comme Juárez. une de ses premières actions, il a tiré et établi une nouvelle constitution qu'on appelle la constitution dans laquelle il y avait les lois de réforme. Non? Et les lois de réforme établissaient une séparation de l'Église de l'État. Et finalement, on a confisqué tous les biens d'une des plus importantes structures de l'appareil ecclésiastique et qui monopolisait des activités très importantes, spécialement les financiers. Là, on peut voir dans, une peinture à lui Là, c'est avec une tous peinture les de cabines. Diego Rivera, non? Exactement. Et quelquefois, on Qui est au parle Palacio plus Nacional. et ça décore une partie des fresques du Palais national, mais quelquefois est devenue plus connue, plus fameuse, sa femme, Frida Kahlo. Hein? Et ce sont des travaux qui se sont établis pour les décors de, du palais du gouvernement, que c'était le siège de l'exécutif. Alors, avec la confiscation des biens, ça a touché et ça a changé grandement les fibres fines de l'économie et de la pensée, de la philosophie. Et même cette loi a provoqué une guerre qu'on l'appelle la guerre des réformes entre les libéraux et les conservateurs, qui a duré 3 ans, non? Et pas mal de morts, non? Dans cette guerre. Alors, ça, c'était le scénario et avant de se produire l'intentionnalité de la partie conservatrice et de proposer de revenir à la monarchie, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on Et c'est a là où ils ont fait intervenir Napoléon. exactement. Et c'était à un moment que se produisait la guerre de sécession aux États-Unis. Et c'est comme ça que Napoléon voyait avec la proposition du cabinet conservatrice de pouvoir gouverner et, et revenir au continent américain et tel qu'on avait des conditions presque idéales de pouvoir avoir des possessions au continent américain, aussi comme avoir un contre-pèse contre les États-Unis.
Les États-Unis étaient trop occupés dans la guerre de sécession et il y a même eu des négociations entre Napoléon III et les confédérés, que c'était les États du sud des États-Unis. Non, on voit ici Avec Eugénie et sa femme. Napoléon III, exactement, qui était d'origine espagnole et qui était très important aussi dans la partie religieuse parce que les pays avaient devenu catholiques presque pour tous les pays. Alors, quand on perd tous les privilèges et la position de l'Église, la monarchie qu'on voulait avoir devrait être aussi soutenue dans les côtés religieux. Et ça, c'est d'une partie, un rôle très important que Eugénie avait, parce que la filiation catholique d'Espagne est évidente, non? Alors, Ça, et il y avait des rumeurs, Si. J'ai écouté des rumeurs comme quoi Benito Juárez a été un petit peu envoyé de manière confidentielle par les États-Unis pour affaiblir un petit peu le pouvoir en place au Mexique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bon, est-ce que tu penses vraiment que Benito Juárez avait de bonnes intentions? Bon, il faut penser que c'était un pays qui a passé presque la plupart du 19e siècle dans des convulsions belliques, n'est-ce pas? Et les États-Unis faisaient l'approvisionnement des armes pour pouvoir lutter en première contre les pouvoirs conservateurs, comme aussi quand ça se produit l'invasion ou l'intervention française, non? Parce que finalement, c'était une partie qui était très importante quand il y a eu 3 pays qui voulaient réclamer les dettes que le gouvernement mexicain avait attirées avec l'Espagne, avec l'Angleterre et avec la France. Et ils se sont présentés tous les pays avec les armées à Veracruz. Mais il y a eu des négociations entre le pouvoir de Benito Juárez avec l'Espagne et l'Angleterre et ils ont compris la situation, ils sont partis. Tandis que Napoléon, il voulait arriver à la stratégie déjà commentée de pouvoir venir s'établir au Mexique. Non? Et c'est comme ça que ça va se produire cette guerre d'intervention. Là, on voit Benito Juárez, qui était le président du pays, la partie libérale, et on voit dans un moment de première bataille du 5 mai que l'armée mexicaine formée avec des Indiens et une armée très mal organisée. La fameuse bataille de Puebla. Exactement. Et c'était la confrontation avec une des armées des plus connues, des plus réputées du monde entier. Mais après cette victoire que les armées mexicaines ont eue sur la Légion et les armées françaises, bon, finalement, c'était obtenu la victoire. Oui, parce que pour la petite anecdote, pour recontextualiser un petit peu, voilà, l'armée française était à l'époque, voilà, la meilleure armée, une des meilleures armées, voilà, de manière générale. C'était pas du tout les favoris, les Mexicains à cette époque. En plus, je crois qu'ils étaient 19 000 contre
35 000 Français. Enfin voilà, il y avait vraiment aucune chance normalement que les Mexicains gagnent et contre toute attente, durant cette bataille de Puebla, les Mexicains ont gagné. Et d'ailleurs maintenant c'est un jour férié pour les Mexicains le 5 mai, voilà, en commémoration à cette fameuse bataille de Puebla et le fait qu'ils aient gagné, non, contre les Français. Si. Bon, il faut penser aussi que les armes, non, étaient aussi de la manufacture américaine, et on a commencé à utiliser les fusils avec des faits de répétition, non? Et 14 qui pouvaient se lancer, non? Et alors ça, c'était un moment qu'ils ont commencé à utiliser de façon réelle, non? Alors, finalement, la France s'implante dans les pays, n'est-ce pas? Et on a aussi l'autre partie, que la partie conservatrice voulait faire, que c'était de revenir à une monarchie et avec un roi ou un empereur. Et c'était quand ça commençait à se produire l'analyse de Napoléon III, de voir qui étaient les plus factibles des candidats, entre lesquels on a retrouvé à Maximilien, et qui était favorisé de la partie de Napoléon III, non? Et qui a négocié avec aussi la partie conservatrice du Mexique pour faire la élection de Maximilien. N'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, il y a Sandrine qui nous posait une question. Elle voulait savoir si, parce qu'on a une expression, nous, en France, on utilise beaucoup l'armée mexicaine. Et en fait, l'armée mexicaine, ça fait plus référence à la révolution, durant la révolution du Mexique. En fait, on avait des armées où il y avait plus de dirigeants que d'exécutants. Donc en fait, quand on parle de l'armée mexicaine, ça fait plus référence. Bon, c'est pas forcément agréable, mais en fait, ça fait plus référence à la désorganisation. C'est vraiment un manque d'organisation finalement. Ça fait référence vraiment à l'époque de la Révolution, où dans les armées mexicaines, il y avait plus de commandants que d'exécutants finalement. Donc voilà, c'est l'armée mexicaine, ça vient de là. Voilà. Donc c'est bon, une armée qui est composée de beaucoup trop d'officiers. C'est on a aussi une expression avec plaisir, Sandrine, similaire, non, qui ont dit que ce sont trop de chefs pour si peu d'indiens. Non? Je ne sais pas si aussi. Trop de chefs pour très peu de soldats. Du coup, tu nous disais tout à l'heure, Alberto, que Maximilien et Charlotte, ils étaient empereurs à l'époque du gouvernement de l'empire Lombardie-Venetia, donc Lombardie, Venise en fait, et c'est pour ça qu'ils vivaient à Miramar, qui est à côté de Venise, où ils avaient construit leur pied-à-terre finalement, le château de Miramar. Exactement, grâce à la pression de Léopold Ier, François-Joseph a décidé de nommer à Maximilien les vice-rois de l'Autriche à cette région du nord de l'Italie. Et ils sont servis là pendant quelques temps avec beaucoup de succès jusqu'à ce qu'il y a eu une guerre, non, contre la France, et c'était la France qui a pris le contrôle de cette région, n'est-ce pas? Et ils s'étaient occupés, et après de cette perte de la position et le contrôle autrichienne de ces possessions, bon, et ils ont décidé de continuer à vivre dans les châteaux de Miramar, non?
C'est comme si c'était les châteaux de noces à eux. Hein. Et ils ont continué à vivre là-bas sans aucune activité de mandat ou d'administration. Hein. Et Ils c'est étaient à à la partir retraite à 20 ans. et c'est exactement, mais ça a commencé à avoir une vraie séparation entre les deux parce qu'à partir de Miramar, on a retrouvé après que Charlotte, qui avait une très belle maison et château, elle dormait la majorité du temps seule, tandis que Maximilien, il avait dessiné une partie qui se ressemblait à euh, un cabinet de bateaux, hein, et surtout pour voir la mer. Et à partir de là, on connaît que la relation conjugale entre les deux n'était pas la meilleure, non? Et quand ils étaient là, Inexistante. et presque, non? Alors, et c'est là que il y a eu la visite. Bon, il y a eu des négociations entre la partie conservatrice et Napoléon, Napoléon III, mais finalement, la délégation mexicaine conservatrice est venue pour offrir l'empire du Mexique, soutenu par la partie conservatrice, et a soutenu une idée de avoir la majorité des gens qui voulaient avoir un empire ou une monarchie. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à Miramar et on voit dans la photo le moment qu'on présente les documents pour qu'il devenait l'empereur du Mexique. Non? Et c'est à Miramar qu'il était couronné par ce secteur de notre population, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il Et accepte du coup, déjà. Oui. Dis-moi. Juste pour savoir si j'ai bien compris, donc du coup, Charlotte et Maximilien, ils étaient donc dans ce château Miramar, donc qui à l'époque, en fait, cette partie de l'Italie, le nord de l'Italie était occupé par l'Autriche. Ensuite, l'Autriche a perdu la guerre, donc ils ont perdu cette partie de l'Italie, donc c'est redevenu côté italien. Charlotte et Maximilien sont quand même restés dans ce château parce qu'ils adoraient cette demeure. Mais bon, ils étaient quand même à la retraite très jeunes, ils avaient plus rien à faire, plus rien à gouverner finalement. C'est là où voilà, le couple s'est quand même un petit peu séparé, puis en plus ils étaient un petit peu éloignés de tout dans cet endroit. Et les conservateurs du Mexique sont venus vraiment jusqu'en Italie chercher Maximilien pour lui demander d'être l'empereur catholique qui règne sur le Mexique. Et exactement. Et c'est qui était attiré le plus parce que c'était une façon d'y arriver à son rêve. C'était de pouvoir être couronnée comme impératrice. C'était à Charlotte. Non? Il était plus convaincu que lui. Non? Mais bon, pour lui, c'était aussi important. Hein, parce que aussi, une fois qu'il a accepté de devenir empereur du Mexique, elle perdait toutes les possibilités de devenir dans la succession réelle de la famille d'Habsbourg. Alors, je pense que Et les conservateurs étaient alliés de Napoléon III. Pardon, je n'ai pas compris la question. Et les conservateurs mexicains qui sont venus chercher Maximilien à Miramar étaient alliés de Napoléon III à cette époque. Si. Il savait déjà même Maximilien avait négocié aussi avec Napoléon III
parce que on avait déjà les armées et les pouvoirs établis, non, au Mexique, et c'était une Mhm. négociation qui semble d'avoir eu une chiffre précis d'une espèce de dette qu'il acceptait Maximilien de pouvoir payer à Napoléon III pour tous les supports, hein, économiques aussi comme Mhm. militaires, n'est-ce pas? Que quand Et ils du coup, sont Maximilien était couronné empereur du Mexique à Miramar. exactement. Mhm. Et comment ça est passé l'arrivée au Mexique? Est-ce que ça a été vraiment comme on lui a vendu à Maximilien comment ça s'est passé l'arrivée au Mexique? Ils sont arrivés par Euh, Veracruz, hein, c'est ça? C'était peut-être présenté plus grand, mais dans les paroles, non, que dans la réalité. Parce que quand ils sont arrivés au port de Veracruz, que c'était le port le plus important de notre pays, et il y avait une Mhm. petite délégation de conservateurs qui l'ont accueilli. Tandis qu'il attendait que c'était tout le peuple mexicain qui était à faveur de la monarchie, non? Alors il était vraiment surpris, Mhm. hein, et par cette grande paradoxe qui l'amenait à une réalité différente de ce qui était proposé à lui. C'est ça? Alors, Oui, en fait, ils ont c'est arrivé. payé juste deux, trois figurants pour les applaudir à leur arrivée, mais ils se sont bien rendus compte que on ne les attendait pas comme eux, ils l'imaginaient, quoi. Exactement. Le peuple n'était pas là. C'était une petite délégation. Et c'était loin de ce qu'il attendait, Mhm. non? Aussi comme, spécialement Charlotte, Mhm. non? Et elle attendait que tout le pays venait applaudir et les acclamer, n'est-ce pas? Mais bon, ça Mhm. Parce que c'était c'était surtout Charlotte finalement qui avait envie d'aller au Mexique. C'était elle oui, qui était la plus ambitieuse. oui, elle était plus préparée, non? Et plus, avait plus de expectatives que lui. Il était intéressé dans beaucoup d'autres choses, non? Et pour Mhm. lui, c'était plus important de connaître le pays, le grand nombre de différents groupes ethniques, la fleur, la faune, non, tout ça, et au lieu Mhm. de gérer, non, on de suivre les mandats comme souverain. Mhm. Et ça, Du coup, ensuite, ils sont partis vers Mexico City, c'est ça, vers la capitale, exactement. Uh-huh. Et au quand ils Palacio sont Nacional. exactement que c'était la ça c'est le siège de l'exécutif au Mexique, non? Pendant presque les 3 siècles, c'était la même à partir d'être la maison à Cortés, non? Et d'après la conquête, cela est devenu le siège des vice-rois espagnols au Mexique et successivement les présidents. Et on voit là les nombris de notre pays. Ça, c'est la grande place, le Zócalo. Il y a une des principales structures religieuses, non? La cathédrale de Mexico, dans une plus belle place que nous Mhm. avons dans tout le pays et qui avait aussi, à part du siège de l'exécutif, c'était aussi comme république déjà, et il y avait les congrès à l'intérieur du palais, et Mhm. juste à côté, on a jusqu'à nos jours le palais, la suprême cour de justice, n'est-ce pas? Et c'est Et du là coup, quand ils que sont arrivés, Maximilien et Charlotte, ils ont fait la messe là, dans cette cathédrale et qu'on voyait juste avant. là, exactement, on voit où ça se produit, la messe de réception
et on a eu une grande réception, non, dans l'intérieur de ce palais, et c'est là qu'il y a les peintures et les fresques de Diego Rivera, n'est-ce pas? Et aussi qui avait été occupé comme maison et résidence aussi comme bureau de Benito Juárez, n'est-ce pas? Et avant de l'arrivée de Maximilien. Alors, quand ils ont eu la réception, ils sont passés la première nuit, mais il y avait tellement des endroits abandonnés qu'il y avait des pousses, des insectes partout, jusqu'au point que c'était la deuxième grande paradoxe, non? Ils s'attendaient à une réception extraordinaire aussi comme un endroit adéquat et des galas, non? Pour recevoir l'empereur. Même Maximilien, il a dû dormir sur une table de billard. Et Charlotte, elle a dû passer la nuit dans un fauteuil, n'est-ce pas? Et c'était la deuxième grande Donc surprise. très déçu par cette arrivée à Mexico aussi. Si, il n'attendait pas ces installations pour la grande monarchie qui venait prendre le pouvoir de son règne. Non? Et tout de suite, ils ont commencé à faire l'adéquation, non, de une ancienne résidence qui avait été reconstruite par un des vice-rois du Mexique qui a utilisé les installations qu'il y avait eu dans l'époque des Aztèques, parce que c'était aussi la maison, la résidence de Moctezuma, l'empereur aztèque dans le 16e siècle. Alors peut-être pour le Palacio Nacional, ça serait peut-être intéressant qu'on voit, parce que là, ce qu'on est en train de voir finalement, donc c'est le Palacio Nacional. Le Palacio Nacional, c'est là où ils sont arrivés, Maximilien et Charlotte. Quand ils sont arrivés au Mexique. Donc, on a parlé de leur première nuit où voilà, c'était horrible, c'était sale. Donc, Maximilien a dormi sur une table de billard, Charlotte dans son fauteuil. Mais là aussi, le Palacio Nacional, ce qui est intéressant, c'est là où vivait Benito Juárez finalement. Et c'est là où il est ses bureaux en tant que président de l'époque. C'est d'ailleurs la salle qu'on voit actuellement, non? Si, et finalement aussi, c'était le bureau de Maximilien aussi, comme les présidents qui ont succédé, n'est-ce pas? Et toujours jusqu'à la période de Felipe Calderón, il y a deux régimes, non? On n'utilise plus les palais comme bureau de l'exécutif, n'est-ce pas? Et mais lui, il a dispatché à partir de là tous les travaux administratifs, n'est-ce pas? Alors, on a aussi, maintenant, ça est devenu un musée pour montrer la bibliothèque, les bureaux, etc., de toute l'histoire de l'exécutif. On voit un portrait là d'ailleurs de Benito Juárez enfant. Si. Il y a plusieurs ministères. Du coup, le Palacio Nacional, vraiment très un monument vraiment très agréable à visiter lors d'un séjour à Mexico City, où on peut voir dans le patio tout à l'heure les fameuses fresques de Diego Rivera. Qu'est-ce qu'ils ont fait après Maximilien et Charlotte? Ils sont partis vivre où? Parce qu'ils voulaient évidemment pas rester au Palacio Nacional. Non, ils ont fait une grande adéquation et investissement dans les châteaux
de Chapultepec, non? On voit ça, que les premiers vestiges qu'on a de cette construction, c'est comme la maison des fins de semaine de Moctezuma, 16e siècle. Après, il y a eu une remodélation dans la fin du 18e pour devenir la maison des vice-rois. Et après cela est devenu une caserne et école militaire, spécialement pendant l'époque et ça c'était les dernières bastions qui étaient pris par les armées américaines. Et après l'arrivée de Maximilien, non, était une partie abandonnée et utilisée comme installation militaire. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette grande remodélation. Ils ont fait venir des architectes français, etc., pour donner un goût royal, non, dans ces palais qu'ils sont utilisés comme résidence du couple royal, non? Et c'est une structure vraiment. Parce que c'était important pour eux d'avoir vraiment la décoration comme ils ont vu à Paris. C'est quand ils sont allés à Paris, ils en ont eu plein les yeux. Et du coup, ils avaient vraiment envie que le château reflète un petit peu cette importance royale. Et c'est pour ça qu'ils ont investi des millions à l'époque pour décorer. Là, on va voir la chambre de Charlotte. C'est impressionnant. La chambre. Surtout à l'époque, on était dans un pays hyper instable d'avoir. Inestable et presque à la faillite. Non? Pauvre. On avait tellement passé des conflits belliqueux que les finances nationales étaient terribles. Non? Alors c'était un autre grand paradoxe. Non? La élégance, la somptuosité, etc. Et à côté des conditions de vie misérables du pays. Non? Alors, ça fait aussi une grande différence. Du temps que ça a commencé à se passer, bon, Charlotte a passé des mois en train d'établir les protocoles royaux, non, dans la vie quotidienne des plus proches, non, on pourrait dire de la noblesse, non, qui a accompagné à Maximilien et à Charlotte, qui sont venus de Belgique, de la France, etc. Non? Et c'était étonnant. Il y a chambre à part là aussi, hein, pareil à Chapultepec. Si, ça c'est une partie qui continue à faire partie d'un musée qui montre la vie du Deuxième Empire, non? Et au Mexique. Et c'est une visite vraiment jolie parce que c'est dans les parcs de Chapultepec. Chapultepec veut dire l'endroit des sauterelles, non? Chapulín, Chapultepec, c'est ça qu'il veut dire. Et c'est les poumons de la ville aussi, comme les centres culturels. On a plusieurs musées, non? C'est le centre de notre vie culturelle, intellectuelle, etc. Et c'est là qu'ils ont commencé à établir une belle tradition d'avoir des premiers musées, non, dans les pays. C'est ça? Là, on va montrer aussi, non, la salle à manger, non, et qui est vraiment belle et que peut vous montrer, non, les décors luxuriants et toutes les graines subtiles, non? La majorité fait en argent, même que le Mexique. Si, si. Et c'est comme ça qu'on les voit encore comme un musée, qu'on peut s'apercevoir de la vie des Deuxième Empire au Mexique. Non?
Mais il faut se souvenir toujours Mhm. que il y avait la situation de la relation entre Maximilien et Charlotte, non? Parce qu'il aussi avait sa propre chambre, sa salle de bain, etc. Mais on peut Mhm. vous donner une image de la énorme richesse que c'est dépensé pour les décors, non, qu'on a eu pendant ces brèves périodes de notre histoire. Alors, Mhm. Et du coup, quelle était la vie de Maximilien et Charlotte pendant leur empire? Comment ils se comportaient? Est-ce qu'ils étaient en train de gouverner? Est-ce que Maximilien, il partait pendant des mois? Non, il laissait Charlotte toute seule finalement à Mexico dans ce château de Chapultepec. s'il voulait connaître son pays, il voulait faire du bien, né, au pays. Non, c'est très touchant de voir les réalités qu'on vit dans ce pays. Et pas seulement dans cette époque, ça continue jusqu'à nos jours. Non? Et il y a une diversité de différents groupes ethniques, non, et dans tout le pays, il voulait connaître, non, son pays, ce qu'il était en train de gérer, d'administrer, et de s'approcher au peuple. Mais c'est que l'intéressait, c'était surtout la faune, la fleur, etc. Tandis que Charlotte, elle était plus préoccupée de gérer les pays, de l'administrer, non? Alors, Mhm. elle a fait très bien aussi, non? Elle a fait beaucoup de contributions, non, pour aider les gens avec des façons d'aider avec les bénéfices de réception des galas, des événements culturels pour pouvoir adresser des ressources à aider les plus misérables, non? À créer plusieurs fondations, non, Mhm. pour aider. Non? Et, et il faut aussi penser qu'entre les différentes activités qu'il faisait, un séparé de l'autre, hein, et il a commencé à faire une visite très constante. Au début, c'était comme couple, non? Et dans une ville proche à la ville de Mexico, à 70 kilomètres de distance, hein, qui s'appelle Mhm. Cuernavaca, et où il passait beaucoup de temps, spécialement les fins de semaine, et pour voir la diversité des fleurs, non? Il faut penser que le Mexique est Mhm. un des pays avec une des plus grandes biodiversités, non? Aussi comme pas mal de ces différentes espèces de la faune, des insectes, des papillons, non? Mhm. C'était un des grandes passions à lui, non? Il a fait même des classifications. Il y a une variété de papillons qui s'appellent comme lui, les papillons monarques, non? Et, alors, Mhm. Du coup, c'est là, on dans, va voir peut-être une petite vidéo où on voit vraiment Maximilien, parce que tu nous disais, Alberto, voilà, qu'il laissait Maximilien, il partait pendant des mois, donc il allait explorer le Mexique, il allait à la découverte de la faune, de la flore, il collectionnait les papillons. Enfin voilà, il était un peu, c'était un peu un rêveur. Maximilien, il aimait le Mexique, il avait envie de le connaître. Du coup, là, on va regarder une petite vidéo qui a été extraite du reportage Secret d'Histoire, voilà, qu'on trouvait intéressant pour vous arriver à vous imaginer un petit peu la vie de Maximilien et Charlotte à l'époque. Alors, apparemment, nous avons la vidéo qui n'est pas disponible en France.
Ok, donc du coup, on va pas continuer à la présenter. On vous enverra le reportage après la visite pour que vous puissiez le voir en entier. Voilà, en fait, dans le reportage, c'est le moment vraiment où on image Maximilien en train de partir pendant des mois, pendant que l'empire est vraiment hyper fragile. Donc voilà, c'est vraiment, ils remettent un peu en question un petit peu ses décisions finalement, parce que c'est un peu un rêveur et il s'imaginait peut-être pas forcément les conséquences que ça pouvait avoir sur son empire. Parce que il y a Alberto qui était en train de nous raconter d'ailleurs que Maximilien partait à Cuernavaca, au jardin de la Borda, non? C'est là où il a eu sa maison un petit peu de vacances, de week-end, où il a rencontré la India Bonita. Il avait une amante, non, dans cette maison de campagne. Exactement, il a retrouvé une belle fille indienne, que c'était la fille du jardinier qui s'occupait de la manutention du jardin, qui s'appelait Concepción Sedano. Mhm. Et qu'il courait, non, pour la voir, il partait de la ville de Mexico à 3 heures du matin pour pouvoir arriver là et pouvoir avoir du temps suffisant pour parcourir les jardins et pour pouvoir avoir les rencontres avec la India Bonita. Et il y a aussi, comme dans toutes les histoires, non? Et la histoire même, et il y a des moments que ce n'est pas seulement des personnages de bronze et de marbre, non? Il y a la façon de les faire descendre des monuments et de les penser comme des êtres humains avec une chair passionnante, non? Alors on dit, il y a des rumeurs, il y a des hypothèses, non? Un enfant qui était né de cette relation avec la India Bonita et en train de créer un personnage qui s'appelait Julian Sedano, que après on a retrouvé en France, Mhm. entouré par la diplomatie, et que dans les années de la Première Guerre mondiale, vers 1917, a été découvert comme un espion pour les Allemands, et raison pour laquelle il a été même fusillé. Non? Et il fait une grande Mhm. ressemblance avec Mata Hari, hein, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un des côtés que se produit avec Maximilien. Il y a d'autres versions des autres auteurs qui disaient qu'il avait des tendances homosexuelles. Enfin, ça a Plein de inspiré rumeurs. tellement de différentes façons de essayer de recréer, non, l'histoire, non? Quelquefois, pas avec Mhm. beaucoup de fondements, non? Alors, ça, c'est la partie qui concerne Maximilien, mais Charlotte aussi, Et et Charlotte alors, parce entre-temps, qu'elle aimait bien voyager aussi. elle a commencé, il se faisait distraire aussi. On voit sa carrosse, non? Et elle l'utilisait pour Mhm. se promener entre le palais national et le château, mais aussi pendant des voyages, non? Il y a eu une visite très importante qu'elle a fait dans la péninsule de Yucatan, qui prenait entre 15 et 21 jours pour y arriver. On est à 1200 kilomètres de distance, non? Et on voit partie. Mhm. La visite la plus connue, c'est là qu'elle a fait un site archéologique qui s'appelle À Uxmal. Uxmal, que c'est d'une énorme beauté, non? On le considère comme le baroque maya, non? Même il avait une chaîne là qu'ils ont installée pour qu'elle pouvait monter
non, à entrer dans la chambre que vous voyez à haut. Non. Maintenant, on peut plus monter, n'est-ce pas? Mais c'était une des visites et qu'elle a fait. Mais maintenant, de cette époque, non, les températures montent à 46 degrés, non? Alors, elle a souffert de, un mal-être, non, à cause de la chaleur, de la fatigue, etc. Mais aussi, quand ça commençait à montrer des faiblesses déjà, et quand on voyait que Napoléon commençait à enlever des aides financières aussi comme de l'aide des armées, n'est-ce pas? Alors, tout ça se combine et entre-temps qu'on peut vraiment profiter des très jolis décors de Uxmal, non? C'est tout près de la ville de Mérida, que c'est un des plus importants des centres. Et pour vous donner une idée, c'est une ville précolombienne qui a commencé à être construite à 500 avant Jésus-Christ, et avec 3 différentes périodes de reconstruction, hein, et qui est arrivée même à l'époque du XIIe siècle, non, avec différentes étapes de construction. Très, très joli comme ville et comme site d'intérêt du coup, Maxime et archéologique. Charlotte, ils ont apporté aussi, ils ont beaucoup apporté au niveau des associations, ils ont fait participer la haute société, ils ont apporté au niveau scientifique, au niveau de l'art. Évidemment, si il y a eu une apportation directe, non? Et quand ils ont commencé à penser à créer différents musées, c'est que on n'était pas habitué à avoir, non? On peut voir l'ancienne école des Beaux-Arts de San Carlos, qui a été utilisée dans leur époque à concentrer des pièces de valeur historique, même précolombienne, non? Et ils ont aussi créé les musées d'art naturel, non, d'histoire naturelle, etc. Et pour vous donner une idée, comme ça a brillé un siècle après, maintenant la ville de Mexico a plus de 140 différents musées. Alors ça, c'est une apportation et une contribution très, très importante. Et du coup, Charlotte, elle a eu un passage où elle est rentrée en Europe, non? Puisque là, c'est Napoléon. Tu étais en train de nous dire précédemment que Napoléon a vraiment commencé à retirer toutes ses aides. Donc, il avait plus de budget. Il commence à se retirer progressivement du Mexique pour laisser un petit peu la place aux États-Unis. Du coup, Charlotte est allée à sa rencontre à Paris. Comment ça s'est passé, sa rencontre avec Napoléon III? Bon, les finances aussi, comme les supports financiers, commencent à avoir des conséquences directes, non? Presque au point de être le moment de répartir, non? Et on préparait déjà un voyage de retour, non? Et elle avait l'idée de pouvoir se présenter et avoir des interviews avec Napoléon III et pour savoir pourquoi est-ce que ni les finances ni les armées continuent à supporter Maximilien. N'est-ce pas? Alors elle va revenir directement et en bateau pour faire ces interviews.
Mais Napoléon III ne va pas la accueillir comme il avait fait l'occasion précédente dans les palais, hein, et les châteaux. Maintenant, À la il cour. a fait rester dans les grands hôtels. Et c'était Eugénie qui est venue la voir en premier avant de pouvoir avoir l'interview personnelle dans laquelle euh, Napoléon établissait qu'il pouvait plus supporter, non, parce qu'il ne recevait pas de paiement de la dette que Maximilien avait obtenue. D'ailleurs, il commençait à voir que son projet allait dans la direction de pouvoir se confronter directement avec les États-Unis, question qu'il ne voulait pas. Et dans l'autre côté, il y avait la question de, de la, les conditions qui étaient en train de se produire avec la Prussie, avec laquelle on a eu une guerre, non? Alors, il a fait revenir les armées, non, pour se préparer de façon locale avec ça et finalement pouvoir terminer avec l'expérience de l'Empire mexicain. Alors, Et c'est là où, du coup, Charlotte déchante. Elle comprend que, voilà, elle comprend que la position de Napoléon et l'appui de Napoléon devient inexistant. Donc, on l'a pas du tout reçu comme elle l'avait espéré à la cour française, comme la première fois. On l'a reçu comme une personne lambda dans un hôtel, bien que prestigieux. Du coup, Charlotte, ensuite, elle allait voir le pape. Elle a voulu demander. Bon, alors on voulait passer un petit passage, on le passera pas, on en parlera juste. Mais c'est là où Charlotte elle commence à devenir un peu folle, non? Où elle voit un petit peu, où elle devient un peu paranoïaque, tout le monde est contre elle. C'est là où elle commence un petit peu à changer un petit peu de chip, non? si, elle commence à sentir la grande perte, non, de l'Empire et aussi de l'aventure de l'Empire, n'est-ce pas? Et ça commence à produire une sensation même de persécution, non? Elle, elle, elle va avoir une perception de ne pas être écoutée et par contre, elle avait la sensation de persécution, non? Et c'est une de ces cas qu'une femme a resté dormir dans l'établissement du Vatican et quand on servait à la nourrir, non, elle parlait de que la nourriture était empoisonnée et même que elle voyait comme les poulets et tout ça étaient même tués devant ses yeux pour les montrer qu'il n'y avait pas l'intentionnalité de la empoisonner. Et ça marque déjà le début d'un grand changement de sa personnalité, n'est-ce pas? Et qui marque aussi le début d'une folie. Hein? Et après ça, elle va revenir à Miramar, non? À s'installer là-bas parce que aussi de l'autre côté, Maximilien est resté dans le pays, non? Et Oui, parce qu'il a Querétaro, là, Maximilien, pendant ce temps, pendant qu'elle essaye de chercher de l'aide désespérée auprès de Napoléon, le pape, de l'aide financière pour les aider à défendre leur empire. Pendant ce temps-là, Maximilien est à Querétaro. Et il est venu à Querétaro pour commencer la reconquête de son empire.
Et on parle aussi à Querétaro d'une lettre qui a été faite par sa mère, l'archiduchesse, duchesse, pardon, Sophie, dans laquelle était écrit que jamais dans la vie et dans l'histoire de la famille d'Habsbourg, et il y avait eu un personnage qui revenait vaincu. Hein, et que s'il avait décidé de régner à son empire à Mexico, qu'il fallait mourir dans cette intention que revenir vaincu. Un héros. Alors, il a... C'est là où il va affronter Benito Juárez. C'est ça. Parce qu'en même temps, il faut penser que Benito Juárez, il avait un pouvoir itinérant en même temps avec sa constitution. On pourrait dire une administration en parallèle. Non? Et quand Maximilien est venu à Querétaro, les armées qu'on trouve en arrière du général Mariano Escobedo à la gauche, non, vont établir un état de siège qui a duré 70 jours. Tandis que Maximilien et les forces militaires mexicaines qui étaient parties de ces armées avec plusieurs grands propriétaires des armées privées, peut-être pour le dire plus précisément, non, et défendu à Maximilien, jusqu'à ce que c'était le moment de se rendre. Il avait un grave problème de santé, de dysenterie, non, et il souffrait aussi énormément, non, et l'état de siège, non, a amené à la ville de Querétaro de graves problèmes de maladies, de manque de nourriture, de l'eau, etc., jusqu'à ce que les endroits qu'il avait utilisés comme des casernes militaires, comme on peut voir dans les couvents, non, de la Sainte Croix, non, est devenu sa première prison. Là, on peut voir l'extérieur du couvent franciscain. Le monastère de la Cruz. Si, hein, et qui a servi tout d'abord comme caserne, hein, mais qui après de la rendition est devenu sa première prison, parce que il a eu 3 prisons toujours dans des structures religieuses avant de se rendre et avoir les jugements qui l'a condamné à mort. Pour éviter qu'il s'évade, on l'a fait changer de prison. Exactement. Ok, il recevait de l'aide, non, pour s'échapper, non? N'est-ce pas? Alors, finalement, la décision, c'était de la sentence à mort. Et ça va se produire dans où il y avait les campements, les installations militaires simples des armées mexicaines, républicaines, non? Et que c'était dans un endroit qu'on appelle Cerro de las Campanas. Et ça, c'est une peinture qu'on voit d'Edouard Manet qui représente le moment de l'exécution. Et c'est à partir de là, et je vais vous commenter quelques détails, non? Parce que c'est fort intéressant. Si vous voyez, il y a un personnage là à droite avec les fusils qui a une énorme ressemblance avec Napoléon III. Hein? Celui-là. Aussi comme
on peut voir aussi comme Maximilien, il montre la main gauche avec des blessures comme celle de Jésus, non? Comme si c'était dans la crucifixion, non? Ce sont des messages Mhm. que on n'arrive pas à percevoir de trop, mais il y a un contenu spécial, non? Alors, évidemment, Mhm. la exécution de Maximilien euh, a été critiquée, hein, par pas mal de gens et en disant que bon, aurait pu pardonner la vie, il était trop peu, et c'était comme un martyr de l'histoire, etc. Mais il y a aussi la version officielle au Mexique républicaine, non? Où on disait que quand Maximilien est arrivé, il avait tiré une loi et pour les Mexicains qui se Mhm. révoltaient contre le pouvoir impérial seront exécutés. Alors, quand il y a eu la restauration, que c'est comme on appelle cette partie de notre histoire, la restauration de la République, hein, celui qui s'est révolté contre le pouvoir républicain sera aussi exécuté. On le voit là avec des personnages à côté qui sont des généraux mexicains de l'armée conservatrice d'énorme importance qui l'ont suivi et dans toute la période de son empire au Mexique. Mejía et Miramón, Mhm. hein, qui étaient exécutés en même temps dans le même endroit, n'est-ce pas? El Cerro de las Mhm. Campanas. Hein? Cerro de Et las Campanas qu'on voit ici à l'image. si, Et maintenant qu'on sait que Maximilien a terminé fusillé, qu'en est-il de Charlotte? Comment elle a terminé, Charlotte? et quand elle a reçu les nouvelles de l'exécution de Maximilien, qui a été cachée Mhm. de façon intentionnelle par la famille de la royauté belge, c'était sa Mhm. belle-sœur, l'épouse de Léopold II, hein, qui est venue la chercher à Miramar parce que Ok. elle vivait encore là-bas, hein, et elle est venue la chercher pour l'amener de retour à près de la famille royale belge, n'est-ce pas? Et, Mhm. et à part de recevoir la nouvelle de l'exécution de Maximilien, auquel elle était vraiment amoureuse, non, et passionnée, même que la relation n'était pas bonne, non, mais pour elle était Mhm. un homme, l'amour de sa vie, n'est-ce pas? Alors, ça a contribué à développer les états en, qui escaladait les, la folie. Bien sûr que il y avait eu aussi une perte importante et, et 2 ans avant, quand Mhm. son père est mort, hein, quand Léopold Ier est mort, mais aussi elle a reçu des nouvelles de la perte de sa grande-mère qui avait remplacé, non, la mère et l'amour Mhm. la vie comme enfant de Charlotte, non? Alors, tous On lui ces cachait, moments, non, au début, à Charlotte, la mort de Maximilien. si, si, alors ils l'ont fait On rentrer l'enfermait dans le dans, château et on ne lui disait pas qu'il était mort. si, on peut voir là le château de Tervuren, tout près de Bruxelles, non? Que c'était partie de
possession de la famille royale belge, hein, et qu'elle a finalement pris feu 10 ans d'après avoir occupé ces châteaux. Et finalement, la famille l'a installé dans l'autre château de la famille royale, que c'est les châteaux des Bouchons. Et elle a passé les 60 ans d'après jusqu'à l'âge de 87 ans, qu'elle a vécu, et avec un état de folie profonde, non? Il y a aussi pas mal de elle est rumeurs. décédée âgée, finalement, Charlotte. Si, est totalement folle, non? Et il y a aussi des rumeurs, non, quand on parlait de que dans l'expédition de retour en Europe, son corps, son garde-corps, non, un général belge, non, Alfred von Siemens, et on dit que elle a eu une relation avec lui, d'après laquelle il y a eu un enfant et un garçon qui s'était formé dans le côté militaire et qui a lutté avec les armées alliées, non, dans la Première Guerre mondiale. Mais bon, il y a toutes les différentes façons de raconter les histoires, non, qui se sont passées et de façon dramatique, non, et tragique de la vie, non, et qui est devenue l'inspiration de pas mal de personnages pour créer des livres, des ouvrages de théâtre, des pièces, des représentations, même des études de la folie, non? Hein? Et qui ont des bases scientifiques pour analyser toutes les répercussions et les conséquences, non, des infidélités, de ceci, de cela, non, mais bon, ça finalement, à c'est. quel âge ils sont morts, Charlotte et Maximilien? À quel âge est mort Maximilien et à quel âge est morte Charlotte? Maximilien était mort à 35 et Charlotte, elle est morte à 87. Waouh, c'est beaucoup pour l'époque. Si. Bon, quand on parle des personnages longèves, il faut penser que François-Joseph, il est mort très âgé, un des personnages qui, le quatrième en longévité dans son mandat, hein, et 68 ans, et il se ressemble Le frère de beaucoup à Maximilien. les frères de Maximilien, oui. Et que aussi nous avons un cas domestique, non? Un roi maya qui a gouverné Palenque aussi pour la même période du temps, le roi Pacal. Alors, il y a quelques similitudes. Bien sûr. Et pour finaliser la tragédie de la famille, non, d'Augsbourg, même la famille de Sissi a eu des situations dramatiques, non? Comme le suicide d'un de ses fils, non? Et comme l'assassinat qu'elle a eu, non? Avec quelqu'un qui est venu la tuer directement avec un couteau sur le cœur, non? Alors, ce sont des histoires vraiment dramatiques et on a une tragiques. question. Si. Ouais. On a une question, Alberto.
Alors, il y a Patricia qui nous demande, d'ailleurs, on a terminé la vie de Maximilien et Charlotte. On va vous poser quelques questions. Mais juste avant, donc Patricia nous dit qu'elle est un petit peu perdue au niveau des nationalités entre Charlotte, l'Autriche, la Belgique, l'Italie, etc. Donc, je vais essayer de répondre et tu me dis si j'ai juste ou si j'ai pas compris. Alors, moi, si j'ai bien compris, Charlotte était belge, fille de Léopold Ier et de la fille du roi de France. Donc, elle était belge. OK? Si. Et Maximilien était autrichien. Donc, l'Autriche qui a occupé l'Italie, le nord de l'Italie pendant un moment. C'est pour ça qu'il y avait l'Empire Lombardie-Venise. Du coup, c'est pour ça qu'ils se sont installés dans le nord de l'Italie, à l'époque où l'Autriche occupait l'Italie. Et en fait, ils aimaient beaucoup cet endroit, cette demeure qui s'était construite. Donc, même quand l'Autriche a perdu le nord de l'Italie, donc l'Empire Lombardie-Venise, ils sont quand même restés à Miramar. Est-ce que j'ai bien tout compris ou est-ce que j'ai oublié des infos importantes? À part des belles, tu es très intelligente. Tout à fait. C'est complètement. Merci bien, Alberto. C'est comme Patricia, ça. est-ce que c'est plus clair? D'accord. Super. Du coup, maintenant, on va passer aux questions pour vous, voir justement s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris. Donc, ça va être le moment de rééclaircir. Donc, on a 3 questions à vous poser. Donc, la première question, c'est pourquoi Napoléon III n'a-t-il pas aidé l'empereur Maximilien lorsque ce dernier était en difficulté? Est-ce que c'était pour éviter le conflit avec les États-Unis? Est-ce que c'était pour ne pas vider les caisses de l'État? Est-ce que c'était pour préparer les conflits en Europe ou parce que Charlotte était folle? La deuxième réponse, la deuxième question, c'est comment s'appelait le nom du château où vivaient Maximilien et Charlotte avant d'arriver à Mexico? Est-ce que c'était le château de Miramar, de Castelnau, de Gaillard ou Montélimar? Laurie, on répondra juste après. On a une session de questions-réponses avec Alberto, donc on partagera votre question à ce moment-là. Et la troisième question, c'est comment s'appelle le lieu où a été fusillé Maximilien à Querétaro? Est-ce que c'est Cerro de las Tres Cruces, Castillo de Chapultepec, Palacio Nacional ou Cerro de las Campanas? Donc, on vous laisse 2 petites minutes pour répondre. Et après, on verra si on a bien tout compris avec Alberto ou s'il y a encore des petites zones d'ombre qu'il faut qu'on éclaircisse. Et puis ensuite, on passera à la session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pour Alberto, on va les partager dans un petit moment, Laurie. Alors, on va voir dans un petit instant les réponses aux questions. On vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Alors attention, il y a certaines questions qui sont à choix unique, donc il n'y a qu'une réponse de possible, et il y en a d'autres où il y a plusieurs réponses justes. Voilà. Alors, est-ce qu'on partagerait pas les résultats? Est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre? Ok. Alors, Alberto, ils nous ont dit à la première question, donc pourquoi Napoléon III n'a-t-il pas aidé l'empereur Maximilien lorsque ce dernier était en difficulté? Donc, ils ont répondu pour majorité pour éviter le conflit avec les États-Unis, pour ne pas vider les caisses de l'État et pour préparer les conflits en Europe. Est-ce que c'est juste? Oui, et dans cet ordre, c'est important. Très bien. Il y a les 3 réponses qui sont correctes, mais les poids spécifiques montent comme ça. Oui. C'était le conflit avec les États-Unis. Oui. Ok. La deuxième question, c'était comment s'appelait le nom du château où vivaient Maximilien et Charlotte avant d'arriver à Mexico. Donc 100% a répondu Miramar. Donc
Là, on s'est bien rappelé du nom du château. Et la troisième question, c'était comment s'appelle le lieu où a été fusillé Maximilien à Querétaro? Il y a des personnes qui ont répondu Cerro de las Tres Cruces, Castillo de Chapultepec et Cerro de las Campanas. Alors, c'est quoi la bonne réponse? Cerro de las Campanas. Ça, c'est Cerro de las la bonne Campanas réponse. La dernière option. Mm-hmm. Super. Bon, ben du coup, Correct. maintenant, on va passer à la session de questions-réponses. Si vous avez des questions pour Alberto, c'est le moment de les poser. Il y a déjà Laurie qui avait déjà 2 questions, donc on va la mettre à l'écran. Je vais te la lire, Alberto. Donc la première question de Laurie, c'est pourquoi Napoléon III a envoyé Maximilien, un Autrichien? Alors ça, c'est une très bonne question, très intéressante. Bon, il y avait plusieurs candidats, non? Qui étaient partis des familles royales, etc. Mais ce qui était le plus convenant avec toutes les conditions et facteurs que c'était concentré à Maximilien. Et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Non? Et je ne sais pas s'il y a d'autres, non? Et à la base, parce que Fallait que ce soit une personne neutre, non? Oui, mais si on retrouve d'autres possibilités, souvenez-vous que la famille d'Augsbourg était déjà présente dans le pays quand la conquête du Mexique s'était fait pendant les mandats de Charles Quint. Alors, ça pourrait aussi être une réponse. Mais en réalité, il n'y a pas une grande explication. Il y a eu un sondage entre différents candidats et Napoléon III choisit Maximilien. D'accord. On a une deuxième question de Laurie. Est-ce que Maximilien a eu des enfants avec sa maîtresse mexicaine, la India Bonita? On ne peut pas vraiment éprouver. Il y a une hypothèse et sur les cas d'avoir les personnages duquel je vous ai parlé, Julián Sedano, c'est lui qui a été fusillé par être un espion. Mais c'est une des versions. Comme il y a d'autres, non, qui parlent de que Maximilien pourrait, au lieu d'être fusillé, être pardonné par Benito Juárez. Et plus tard, il y a eu une réapparition à Honduras par un autre personnage et tout ça. Alors, ça provoque beaucoup de choses. Mais il y a eu des photos de la dépouille de Maximilien. De là? Il y a des photos de la dépouille del cuerpo, du corps de Maximilien. Il y a des photos. Si, mais il y a aussi de tous ces... Des rumeurs. Si, des gens qui utilisent, non, des personnages comme, récemment c'est produit, non, quand on a eu la histoire de 2012, non, quand il y avait la fin du monde pour les Mayas, non? Et il y a eu tellement de versions des gens qui ont écrit, qui ont fait des films, comme Mel Gibson, etc., et qui n'ont pas aucun support. Non? Alors, ce sont des versions. Des rumeurs. Alors oui, il y a eu des rumeurs que Maximilien a eu un enfant avec cette India Bonita, cette fameuse India Bonita, mais bon, rien n'est vérifiable à 100%. On a une autre question de Patricia qui nous dit qu'elle n'a pas très bien compris la relation de la dette de Maximilien et de la France. Donc c'était qui devait de l'argent à qui finalement?
le Mexique devait l'argent à, à la France aussi comme à Espagne, aussi comme à, à l'Angleterre. Non? Et ça, Mhm. c'est parti d'une histoire ancienne pour nous. Non? Il y a eu des moments que le Mexique avait la deuxième plus importante dette internationale du monde entier après le Brésil. Alors, jusqu'à nos jours, on est endetté jusque-là, non? Bon, comme tous les pays, un petit peu. Alors, on a une question de Jérémy qui nous dit: que gagne-t-on lorsqu'on a bien répondu aux questions? Bah, Jérémy, tu gagnes un bravo devant tout le monde. Voilà, devant Alberto, devant toutes les personnes qui lisent ta question. Voilà, tu gagnes de la reconnaissance. Donc, bravo d'avoir bien répondu aux questions. On a une Merci question beaucoup. de David Emmanuel. Comment était gouverné le Mexique avant l'arrivée de Maximilien? On peut refaire peut-être replanter le contexte. Quelle était la situation à l'époque avant que Maximilien arrive? Fragile, non? Et très convulsionné à cause de la lutte pour le pouvoir entre la partie conservatrice et la partie libérale, et aussi à partir de la Mhm. confiscation des biens qui a dérivé dans une guerre qui a duré 3 ans. Alors, convulsionné, non? C'était le, la réponse réelle. Hein? Et, et D'accord. Benito Juárez qui gouvernait dans tout un nouveau système, non? Et Mhm. avec beaucoup de changements dans tous les côtés. Non? Mhm. On a une autre question qui est intéressante de Laurie. Et comment est gouverné le Mexique aujourd'hui? Donc, désolé, je suis inculte. Non, on peut pas savoir les situations la politique de tous les pays. Donc, c'est vraiment intéressant comme question pour voir un petit peu les différences aussi avec la France. Comment est gouverné le Mexique aujourd'hui? Et est-ce que vous voulez une réponse officielle au personnel? La, euh, parce Les que faits, si on c'est veut les faits. personnel, Donc, qui est le euh, président actuel? le président actuel depuis 15 Officiel. mois, c'est Andrés Manuel López Obrador, un personnage très controversial qui c'est le quatrième parti Mhm. à laquelle il appartient, non? De Morena, qui gauche, l'a créé. que c'est une de ses créations. Et, et on, les plus, la majorité des Mexicains, on pense que c'est un système qui a une tendance d'implanter au Mexique un système socialiste, non? Comme dans les réunions de Sao Paulo, non? Ça, pour Mhm. suivre les exemples de Cuba, de Venezuela, d'Équateur, etc. Non? Et, et, et c'est un Combien de temps il personnage reste au pouvoir, le Mexicain, le président mexicain? et il est, Sans rentrer dans les détails de, voilà, qui est AMLO. si, et je pense que quand on a eu les élections, ceci c'était la troisième fois qu'il était dans la candidature comme président. Il était vaincu les deux Mhm. dernières fois et la majorité de sa vie, il a été un candidat pour devenir président. Et on pense qu'il est mieux Mhm. comme candidat que comme président. Non? Et je pense que on a été déçu par les deux différents régimes qui nous ont gouvernés. En première, c'était le PRI, que c'est un parti comme on pourrait appeler
une dictature de parti qui a gouverné le pays pendant 11 ans, et les suivants, que c'était la partie de droite, PAN, et on gouvernait pour 12 ans. Alors, c'était la gauche qui a pris le pouvoir avec une combinaison de cabinets de tous les différents partis, n'est-ce pas, qui sont partis de son cabinet. Et on pourrait dire que c'est tendance gauche. Même tendance dans le socialisme qu'il essaie d'implanter dans le pays et qui commence à confronter d'une façon très importante le peuple mexicain. D'une fracture entre l'initiative privée et le peuple, non, que sont eux qui l'ont fait monter au pouvoir. Et les résultats jusqu'au présent sont très mauvais. Crise économique avant de la pandémie, non? Du coup, pour résumer, tu as répondu à l'autre question du coup de Laurie qui était de savoir s'il y avait gauche, droite. Voilà, donc oui, pour résumer, il y a le PAN et le PRI qui sont plutôt de droite. Donc le PRI qui a été au pouvoir 71 ans et parti de gauche, donc Partido Verde. Et on a aussi Morena, créé par AMLO, le président actuel. Et pour schématiser vraiment de manière très grossière, je dirais que le AMLO, c'est un peu le Mélenchon de France. Voilà. On a une question de Catherine Lemonnier. Donc, pour quelles raisons les Mexicains ne se sont-ils pas opposés à la prise du pouvoir par Maximilien, un étranger? Et bon, il avait une opposition qui ont continué à suivre les pouvoirs républicains de Benito Juárez, qui avait un gouvernement parallèle, hein? Et pas dans les sièges, pas dans l'administration, mais en tout cas, c'est la vie quotidienne. Il y avait la guérilla qui se pratiquait souvent sur les armées impériales, hein, qui après se sont conformés plus dans une plus grande armée, non, pour se confronter contre la petite armée qui a resté au Mexique, non? Mais ça continue. Hein? Finalement, c'est un peu ce que faisait Benito Juárez en faisant sa propagande dans tout le pays. Et du coup, on a une dernière question. Attends. Il est revenu pour devenir président encore une fois, non? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il est redevenu président. Il est revenu comme président du Mexique et il voulait se présenter pour un autre période, un autre régime de pouvoir avec la période qui lui correspondait, non? Et avant de se produire la réélection, il est mort, hein? D'accord. Et du coup, on a une dernière question de Laurie. Est-ce qu'il y a de la corruption? Question de Tristan, mon mari. Alors ça, c'est une question un petit peu difficile. Bon, la corruption, il y en a dans le monde entier, malheureusement. Mais du coup, c'est quoi la situation au Mexique? Une des dialogues qu'il présente le président, que c'est à travers de combattre la corruption, c'est comme ça qu'on va résoudre tous les problèmes de notre pays. Et je pense de façon personnelle que
La corruption existe depuis le début du temps avec l'être humain. Non? Et deuxième, il a intégré dans son cabinet des gens qui ont une réputation terrible de corruption. Et comment est-ce qu'on va combattre la corruption avec des gens qui sont corrupts? Vous voyez? C'est une grande paradoxe. Et corrompu. Et je ne pense pas que c'est une façon de pouvoir résoudre tous les problèmes qui existent pour le pays. N'est-ce pas? Il doit y avoir d'autres éléments de connaissances et d'assistance des politiciens, des économistes, des scientifiques, etc. Et pas baisser ça comme la solution idéale à notre réalité, non? Est-ce qu'il y a la corruption? Si. Il y a de la corruption. Et je pense que ça va continuer. Hein? Je connais très peu des endroits qui ont éliminé la corruption dans l'histoire du monde. Oui, parce que finalement, on parle de corruption parce que c'est vrai que dans certains pays, elle est peut-être moins visible, elle est peut-être moins marquée. Mais finalement, la corruption, elle existe depuis la nuit des temps, hein, depuis que les humains existent à différentes échelles. Voilà. Peut-être qu'en France, il y a une certaine corruption qu'on voit pas à l'œil nu. Humaine. Le seul endroit que je connais qui a éliminé la corruption, c'est Singapour, mais avec la peine de mort. Tandis qu'ici, on devient des amis des narcotrafiquants et tout ça. Et ça, ce n'est pas la façon. C'est baisser la lutte de la corruption avec des embrassements, des pardonnés et tout ça. Mais je pense pas que c'est la meilleure stratégie. J'espère que j'aurais pu bien répondre. Merci beaucoup. Oui, c'était très intéressant, Alberto. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante sur vraiment l'empire bref français au Mexique. Voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses pour les personnes qui ont participé. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous avoir suivis. On est contente que ça vous ait plu. Voilà, on espère qu'on vous retrouvera sur les prochaines thématiques. Demain, on a rendez-vous avec la gastronomie mexicaine classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec Annie Lou. Et la semaine prochaine, on a des thèmes passionnants. On a la visite virtuelle. Donc là, on vous emmène directement à Mérida, donc dans le Yucatan. Visiter cette ville, la ville blanche. Vous saurez pourquoi on l'appelle la ville blanche. Voilà, et d'autres visites. Voilà, merci beaucoup à tous. On vous laisse avec une petite vidéo. Et quand la vidéo sera terminée, notre rendez-vous sera terminé. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir, Alberto. Adios, Alexia. Adios. Alegre el marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritando se alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmura
Lloran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho hermosa cantan con lira rota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.